La rédaction vous présente ici son dossier audio « Se nourrir corps et âme », accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Au-delà de ce que nous mettons dans nos assiettes, existe-t-il d'autres enjeux pour vivre en bonne santé et déployer toutes nos énergies ? Nous sommes des êtres uniques, avec une nature profonde singulière, évoluant dans des régions au climat et aux défis souvent très différents, avec des rythmes et des emplois eux aussi très différents et propres à tout un chacun. Et il est pourtant amusant de constater que nous oublions souvent de penser notre alimentation différemment et au regard de nos ressentis personnels. De quoi ai-je besoin ou que dois-je éviter pour maintenir ma pleine vitalité et accomplir ma mission quotidienne ? Dans bon nombre de traditions, l'alimentation serait aussi bien physique qu'énergétique. Une évidence à la vue des révolutions de la physique dont nous prenons tout juste la mesure. Car si s'intéresser à manger bio et local est d'utilité publique face aux désastres écologiques, cela devient une exigence lorsque nous découvrons à quel point certains fruits et légumes peuvent être gorgés ou non de bon chi, de bonnes énergies. Cela devient impératif lorsque nous comprenons que ce n'est pas l'étiquette qui fait le produit, mais un ensemble de caractéristiques extraordinaires qui rendent un aliment encore vivant ou totalement vide. Mieux encore, l'alimentation serait émotionnelle. Comment digérons-nous tout ce qui nous arrive chaque jour ? Balayons-nous les toxines de peur ou de stress qui, à l'image de poussière qui encombrent nos maisons, viennent envahir notre plan matériel ? À moins que l'alimentation ne soit aussi mentale, quelles informations choisissons-nous d'accueillir dans nos vies ? Une soupe épicée de coronavirus, accompagnée d'un terrorisme farci ? Après tout, nous sommes des êtres multidimensionnels qui s'ignorent. Et parfois, une bonne diète ou un bol d'air frais en forêt sont bien plus régénérateurs que n'importe quelle assiette bien remplie. Pourquoi ? Comment l'expliquer et comment s'y retrouver ? Existe-t-il également des blessures intérieures qui nous limitent dans cette quête d'énergie ? C'est justement sur toutes ces questions qu'Inexploré a mené l'enquête, dans un voyage entre terre et ciel, semant de nouvelles graines qui viendront peut-être bouleverser un jour notre façon de nous nourrir et qui, je l'espère, vous offriront de quoi devenir ce bel arbre solide et puissant, aux branches souples et aux mille et une fleurs que seul le printemps a le don de nous offrir ici et là dans nos contrées. Se nourrir corps et âme. À chaque instant, nous interrogeons notre rapport au monde. De quoi nourrissons-nous notre corps, cette enveloppe qui est notre premier lien avec la nature et à l'autre ? Quelles sont nos mémoires ? En quoi influencent-elles nos rencontres ? Et si notre énergétique était dépendante de la fluidité avec laquelle nous accueillons tout ce qui nous traverse ? Comment l'optimiser en conscience et ainsi nous rendre plus libres ? Nous sommes ce que nous mangeons. Se nourrir, ce n'est pas simplement mettre du charbon dans la machine. La manière dont nous nous alimentons influence autant qu'elle révèle la conscience que nous avons de notre corps et de ce que nous sommes, au plein sens du mot « être ». Par Réjeanne Hérault. Michel Roquette est un ancien champion de France de gymnastique. Il s'entraînait 15 à 17 heures par jour quand un accident lui massacra les 2 genoux. Impossible de rejoindre les pompiers de Paris comme il en rêvait. Il se met à grossir jusqu'à dépasser les 120 kilos. Quand l'hypnothérapeute Carole Jehan lui propose son aide, il n'y croit pas, mais essaie, car il sait qu'il va au-devant de graves soucis de santé. Au sortir de la première séance, il est dégoûté. « J'avais l'impression d'être resté très éveillé », témoigne-t-il. « Je me suis dit que c'était de la foutaise. » De retour à l'hôtel, il se jette sur le buffet. La nuit est difficile. Le lendemain, au petit déjeuner, il se sert copieusement en confiture et viennoiserie. Mais impossible d'avaler quoi que ce soit de sucré, se souvient-il. À midi, au lieu de son habituel plat en sauce avec frites, il se surprend à commander du poisson et des légumes, puis à gratter le caramel de son carpaccio d'ananas. « C'est comme si je me réveillais d'un long sommeil », dit-il. Il poursuit l'hypnose. Au bout de 9 mois, il a fondu de 45 kilos. Son poids se stabilise, ses analyses de sang, sa tension artérielle et ses pulsations cardiaques reviennent à la normale. Et ses relations aux autres changent du tout au tout. Fini le bon gros gentil. Il réaffirme sa personnalité, relève des défis professionnels
et note les nouveaux égards dont il fait l'objet. L'histoire est symptomatique. Notre alimentation est au cœur de notre être, et pas seulement du point de vue physiologique. Elle est en lien avec nos états d'âme. Soyez amoureux, et plus rien ne vous nourrira que cet élan. Subissez un stress, et vous vous jetterez sur le chocolat. Convoquez un autre état de conscience, comme en hypnose, et vous reviendrez à une alimentation adaptée à vos besoins véritables. Modifiez votre alimentation et votre caractère changera, ainsi que votre résonance dans le monde. Le corps et l'esprit ne sont pas des entités séparées, rappelle le maître de yoga, Swami Satyananda. La forme brute de l'esprit, c'est le corps, et la forme subtile du corps, c'est l'esprit. Souvent, nous mangeons par habitude, par pulsion ou par consolation, ou parce qu'on nous a dit « c'est ça qu'il faut faire ». À la une des magazines, les conseils en nutrition se suivent et ne se ressemblent pas. Comment savoir s'il est bon pour nous de manger cru, de ne consommer que de la viande et des légumes, ou pas de viande du tout? Faut-il manger des fruits, beaucoup, en jus ou pas du tout? De quoi envier ceux qui ne se nourrissent que de lumière? Et encore, celle-ci aurait des qualités différentes d'un environnement à l'autre. Saveur et humeur. La première prise de conscience est de réaliser que le choix de nos aliments, ainsi que l'attention que nous portons à leur origine, à leur qualité et à la façon de les cuisiner, témoignent de ce que nous sommes et de ce que nous voulons pour le monde. Réciproquement, les aliments dont nous nous nourrissons influent non seulement sur notre métabolisme, mais aussi sur notre énergie vitale et notre être tout entier. Tout est lié. En médecine traditionnelle chinoise, on considère que les saveurs sont corrélées à nos organes et à nos humeurs. Il en existe 5. L'acide, l'amer, le doux, le piquant et le salé, explique Martine Fallon, formatrice en cuisine énergétique. Jouer dessus permet de réguler l'énergie d'un organe. L'acide, par exemple, est lié au foie et à la vésicule biliaire. Dans l'approche chinoise, les émotions inappropriées atteignent nos organes, occasionnant crises hépatiques, migraines et autres ballonnements. Et les organes projettent leurs toxines sur le visage. Des cernes sous les yeux, par exemple, c'est le rein, indique Martine Fallon. Et le rein, dans son déséquilibre, c'est la peur et le renoncement. Intégrer chaque jour de manière équilibrée les 5 saveurs dans notre assiette chouchoutera nos organes, qui nous chouchouteront à leur tour en nous transportant dans des humeurs merveilleuses qui nous rendront puissants, concentrés, responsables, entreprenants, intelligents et drôles, en plus d'être jeunes, minces et beaux, s'amuse Martine Fallon. Il ne faut pas oublier que les intestins sont pleins de neurotransmetteurs, molécules essentielles pour que les neurones communiquent entre eux, ajoute-t-elle. Impossible d'avoir bon moral face à l'inconnu, face à nos projets, face à l'autre et face à une situation déstabilisante si notre alimentation est déséquilibrée. Martine Fallon l'a vécu. Après un grave accident qui la défigura et la condamna à 7 mois de femme serre, une paille fichée entre des mâchoires cadenassées, la découverte de la diététique énergétique l'aida à revenir à la vie. Fini le manque d'élan, les anciennes peurs et l'impasse d'une histoire sans cesse décousue, cherchant en permanence dans le regard de l'autre le droit d'exister. Elle se mit avec cette nouvelle cuisine à dessiner des promesses inédites et des désirs libérés, et à y puiser la force de les faire aboutir. Car la médecine traditionnelle chinoise postule également que l'énergie qui nous habite dépend largement de celle de nos aliments. Pas du point de vue calorique, mais vibratoire. Comme nous, les aliments sont dotés d'une force vitale, impactés par ce qu'ils traversent. Un fruit ou légume local, bio et de saison, cueilli à maturité et consommé rapidement en respectant des modes de préparation et de cuisson doux, sera gorgé de vitalité et nous permettra de rayonner, indique Martine Fallon. Une pizza surgelée, fabriquée industriellement avec des légumes génétiquement modifiés, sera, elle, trop dénaturée pour nous apporter la moindre énergie et pourra même nous déprimer. Affûter sa sensibilité. Lors des retraites qu'il organise, Christian Molenhoff, fondateur de l'école de yoga et méditation Paris, propose une alimentation végétarienne préparée exclusivement à partir de produits frais, biologiques, locaux, de saison et non transformés.
Des légumes, des légumineuses, du riz complet plutôt que du riz blanc, illustre-t-il. Des plats préparés sur le moment sans friture ou mode de cuisson trop lourd à digérer. Le but est d'affûter la sensibilité, mais aussi de ne pas surcharger le corps, précise-t-il. Les textes fondateurs du yoga parlent peu de ce qu'il faut manger. Ils disent surtout qu'il ne faut pas trop manger, en gardant par exemple un tiers de l'estomac vide pour la pratique. À la fin des années 1980, des scientifiques allemands ont suivi plusieurs années de suite les participants d'une retraite de yoga et de méditation de 3 mois organisée par l'enseignant Swami Janakanda. Au final, ils ont été très prudents sur les bénéfices du yoga, explique Christian Moleneuf. Mais pour eux, il était clair que ce type d'alimentation appelée sattvik dans la tradition indienne contribuait à la santé. Est-ce à dire qu'il ne faudrait manger qu'ainsi ? La praticienne et formatrice en Ayurveda Armanda dos Santos est plus prudente. Le yoga est une discipline destinée à atteindre un état de samadhi, c'est-à-dire d'accomplissement de l'être dans l'union et la contemplation, expose-t-elle. Cette discipline passe par des exercices et une alimentation spécifique. Plus quelqu'un va se nourrir de manière sattvik, plus son esprit sera calme, bienveillant et dans l'amour inconditionnel, convient-elle. Mais dans la vision ayurvédique, chaque individu est particulier, doté d'une énergie propre et influencé en permanence par son environnement. L'alimentation la plus juste pour lui devra donc tenir compte de sa constitution énergétique, mais aussi de son âge, de son lieu de vie, de son activité professionnelle. Nous sommes cycliques et multidimensionnels. Notre organisme ne nécessite pas les mêmes choses au réveil, à midi et le soir. Idem selon les saisons. En hiver, nous aurons besoin de légumes racines et de plats chauds, gras et lourds pour nous enraciner face au froid et au vent, souligne Armanda dos Santos. En été, ce sera différent. De même, si vous travaillez dans une ambiance hyper compétitive, où vous devez prendre des décisions rapidement, une nourriture purement sattvik pourra ne pas convenir. Vous aurez besoin d'excitants comme le gingembre pour soutenir votre vigilance et votre esprit critique, indique-t-elle. Même un méditant, pour se réancrer, aura besoin d'une nourriture non sattvik. Il n'y a donc ni bien ni mal, assume la praticienne ayurvédique, mais simplement la compréhension profonde de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons et quels sont nos besoins au gré des circonstances et de ce que nous vivons. Bien se nourrir demande ce discernement sur soi et l'agilité de s'y adapter, confirme-t-elle. Les énergies dansent en nous. Il ne s'agit pas d'essayer de les contrôler, mais d'être le plus possible en harmonie avec leurs mouvements. Tout est nourriture. D'autant qu'en Ayurveda, tout est nourriture. Les mets que nous mettons dans nos assiettes, mais aussi les gens qui nous entourent, les lieux que nous fréquentons, les pensées et les émotions qui nous habitent, les activités que nous pratiquons, ce que nous lisons, ce que nous voyons à la télévision, les liens que nous tissons avec le vivant. Avec quelle intention et quelle attention abordons-nous un repas ? Interroge aussi la praticienne en diététique ayurvédique, Lin Fie. C'est aussi important que les aliments eux-mêmes. La tradition indienne conseille de manger dans un cadre calme et jamais sous le coup d'une émotion forte, car le corps est occupé à la digérer. Il ne peut pas tout faire à la fois. Dans le même ordre d'idées, manger très sain en ruminant des idées sombres nourrit le corps de toxines psychiques qui se métabolisent dans les tissus comme si c'était du poison, relève Armanda dos Santos. Mieux vaut parfois une junk food entre amis, dans le partage et dans la joie, qu'une carotte bio déprimée dans son coin. L'enjeu n'est pas de devenir des extrémistes du manger correct, confirme Martine Fallon, mais d'aborder l'alimentation comme une opportunité d'éveil de conscience. Notre corps est le reflet de notre intériorité. Il est l'habit dont se vêt notre esprit. Que souhaitons-nous pour lui ? Quelle écoute portons-nous à ses besoins ? De quelle nourriture l'alimentons-nous ? Comment a-t-elle été produite ? Dans quel respect du vivant ? Et quelle énergie nous transmet-elle ? Si l'on veut s'élever spirituellement et construire un monde qui soit autre chose qu'une poubelle, il est important de choisir des aliments qui vibrent haut et nous tirent vers le haut, insiste Martine Fallon. Difficile d'avoir un intestin pourri et la tête dans les étoiles. Nous sommes ce que nous mangeons, tout ce que nous mangeons. Le comprendre est l'occasion d'avancer vers plus de soins, pour soi et pour le monde, dans un équilibre constant, conclut Lin Fie.
car c'est ça la vie, finalement. Le ventre, régulateur de la joie. Et si notre nourriture et la santé de notre ventre impactaient totalement notre mental, nos émotions et mesuraient nos ardeurs? C'est ce que de nombreux chercheurs tentent à prouver. Par Mélanie Chéreau. L'habitude populaire d'associer les sensations du ventre à des émotions n'est pas sans origine scientifique réelle. En effet, de nombreux chercheurs du monde entier se penchent depuis quelques années sur les relations entre le cerveau et les intestins. Leur fonctionnement et particularités organiques se ressemblent. Ils sont construits avec les mêmes éléments fondamentaux, des neurones et un système nerveux. Cerveau et intestin sont connectés grâce aux nerfs vagues et sont en perpétuelle communication. Ainsi, les deux cerveaux du corps organisent tout ce qui fait notre vie, notre énergie, mais également nos humeurs. Ventre, un deuxième cerveau. Et les intestins sont composés de 200 millions de neurones, soit l'équivalent de ce que possède un animal de compagnie. À l'origine des temps, lorsque nous n'étions qu'une amibe digestive, nous n'avions même pas de cerveau. Nous avons commencé par n'être que des organismes dédiés à manger et nous n'avons développé nos yeux que dans le but de trouver plus de nourriture. C'est pour actionner ces yeux que le cerveau a commencé à se développer. Il a pris encore plus d'essor avec l'arrivée du feu lorsque nous avons cuit nos aliments. La digestion s'étant simplifiée, le ventre a pu laisser la place au cerveau qui s'est développé encore davantage. Fonctionnant de manière similaire et combinée, ces deux centres nerveux communiquent directement, via le nerf vague, grâce à des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs activés par les neurones. La professeure Francisca Joly-Gomez, gastro-entérologue, précise dans son best-seller sur le sujet, certains de ces neuromédiateurs sont connus depuis longtemps pour agir sur le contrôle de l'appétit, les troubles de l'humeur comme la dépression, le sommeil et certaines maladies neurologiques. Cerveau sous influence. L'un des neurotransmetteurs les plus connus est la sérotonine, hormone à l'origine de la sensation de bien-être. Elle est sécrétée par l'intestin en majorité, 95%, et on la retrouve en moindre quantité dans le cerveau, qui est pourtant censé être à l'origine des émotions. Si elle n'est pas fournie en quantité suffisante par notre intestin, elle ne peut donc pas remonter jusqu'à l'hypothalamus, situé dans le cerveau. Les neuropsychiatres s'intéressent depuis de très nombreuses années au rôle des neuromédiateurs qui pourraient être impliqués dans certaines formes de dépression et de comportements agressifs. Une concentration trop faible de sérotonine dans le système nerveux central serait facteur de risque de maladie, explique Francisca Joly-Gomez. La sérotonine étant également régulatrice du système immunitaire, on peut comprendre l'importance de sa forte présence dans notre organisme. L'univers de notre ventre. Les stars incontestées de notre intestin, celles qui sont à l'origine de son bon fonctionnement et de l'optimisation de la métabolisation de ce que nous mangeons, sont les bactéries. En plus grand nombre que les planètes de l'univers, elles éduquent notre système immunitaire en lui indiquant ce qui est bon et ce qui est mauvais, lui apprenant à reconnaître ce qu'il faut conserver et ce qu'il faut éjecter, microbes inclus. Ces bactéries, en se nourrissant de ce que l'on mange, transforment les éléments matériels en énergie. Il est commun de nos jours de déséquilibrer totalement ce microbiote en lui fournissant des éléments en trop grande quantité, comme le glucose, le gluten ou les antibiotiques. L'alimentation exerce un rôle fondamental dans la formation du microbiote intestinal et la modification de populations bactériennes essentielles peut transformer un microbiote intestinal sain et provoquer des maladies, prévient le docteur David Perlmutter dans son livre « L'intestin au secours du cerveau », édition Marabout. Des états inflammatoires, une mauvaise immunité, une grande difficulté à éliminer, diabète, surpoids et de ce fait, des états dépressifs peuvent en résulter. Il est indispensable de prendre conscience de l'importance du microbiote pour conserver une bonne santé, un bon moral et toute son énergie. Les esprits sont au champ. Si nos sociétés se sont coupées de la nature pour mieux l'exploiter, des peuples continuent de nourrir leurs gestes agricoles d'un dialogue avec le vivant. Par Réja Nero.
Vous souvenez-vous du sous-préfet aux champs ? Dans ce texte des Lettres de Montmoulin, Alphonse Daudet conte l'histoire d'un sous-préfet en mal d'inspiration s'arrêtant dans un coin de nature pour rédiger son discours. « Messieurs et chers administrés », clame le haut fonctionnaire. Un pivert l'interrompt de son rire. Puis ce sont des violettes qui se hissent vers lui. « Monsieur le sous-préfet, sentez-vous comme nous sentons bon ?» Dans les branches, des tas de fauvettes viennent lui chanter leurs plus jolis airs, et tout le petit bois conspire pour l'empêcher d'écrire. Récit d'écolier ? Autrefois, dans nos campagnes, les paysans fredonnaient ou imitaient le chant des oiseaux pour soutenir la croissance de leurs plants. Dans certaines cultures, on continue de nourrir cette écoute du vivant. Au Mexique, un agriculteur du nom de Don José Carmen s'est fait connaître pour ses légumes géants, obtenus sans pesticides ni fertilisants industriels. Son secret ? Parler à ces cultures. Au début, cette terre ne produisait rien et je n'avais ni argent ni savoir-faire particulier, explique-t-il dans le documentaire « L'homme qui parle avec les plantes » d'Ivo Pérez Barreto. Alors je m'asseyais à côté des plantes, je leur demandais de m'aider et je commençais à les regarder différemment. À force de contact avec la nature, d'observation, d'intuition, le paysan dit avoir appris à demander à la plante ce dont elle a besoin et ce qui lui est superflu, ainsi qu'à ressentir quand elle a soif et à repérer ses perturbations. Pour les Indiens d'Équateur, l'agriculture est le dialogue que l'on noue avec la terre. Sur leur territoire, ils forment des étages écologiques en fonction de l'altitude, de l'orientation, de l'ensoleillement et de la chaleur de la terre, puis font des essais, détaille la romancière Anne Cibran, auteure d'Enfance d'un chaman. Le cultivateur est un intermédiaire qui exerce la volonté de la terre. Il apprend à discuter avec elle jusqu'à ce que la plante se porte bien. Chaque geste agricole est une célébration et un engagement de conscience à conscience. J'ai vu des paysans fleurir l'entrée de leur champ ou y enterrer des offrandes, illustre Anne Cibran. Avant de semer une plante, on lit les contes et on chante les chants qui lui sont associés. Puis l'homme va, en fonction des rêves et des lunes, ouvrir la terre et préparer le champ avec tout son masculin. La femme, elle, avec tout son féminin, prépare les semis, puis les met en terre. On considère aussi que certaines femmes ont la fécondité dans les mains. Avant de planter, on va leur demander de tenir les boutures entre leurs doigts, ajoute Anne Cibran. Dans le village amazonien où elle vit une partie de l'année, elle a vu un jour la femme du chaman qui venait de planter des semis, monter sur un banc et souffler, chanter, parler aux nuages de grêle qui approchaient, afin d'envoyer la pluie ailleurs. Car tout est en symbiose. Là-bas, on ne plante jamais le manioc si on a mal dormi ou si on est de mauvaise humeur, indique-t-elle. Et l'on ne s'énerve jamais devant un tas de pommes de terre. Sinon, elles deviendront immangeables, car chargées de cette colère. La plante est un membre de la famille. Si une pomme de terre a forme humaine, on ne la consommera pas. Et pour être mangé, un légume ou un œuf doit avoir gardé son âme, intact, sans choc ni perturbation. Ce soin aussi se retrouve dans leur manière de cuisiner. Il faut respecter la vie à chaque étape pour pouvoir l'accueillir en soi, ponctue l'écrivaine. La terre vivante. Plus au nord, dans les montagnes de Colombie, les Indiens Kogi entretiennent également une relation intime à la terre. Pour eux, elle n'est pas un simple territoire, loisir ou paysage, mais un sujet vivant, expose le géographe Éric Julien, fondateur de l'association Chendukua. Elle est le cœur du monde, la mère qui leur a transmis le code moral et spirituel qui régit leur société. La seule question qui les préoccupe est de savoir comment maintenir l'équilibre et l'harmonie avec elle, poursuit-il. Leur agriculture est impactée par cette vision. Celui qui cultive la terre doit dialoguer avec elle, s'excuser pour les blessures qu'il va lui causer, connaître et respecter les esprits des plantes et des animaux avec lesquels il travaille et leur faire des offrandes. Une bonne récolte sera interprétée comme une réponse positive de la terre au travail de préparation et d'ensemencement. Si malgré tout, la récolte s'avère insuffisante, ils chercheront les causes de cette relation insatisfaisante et mettront en place un processus pour rétablir l'équilibre avec la terre-mère. Au cœur de ce savoir, il y a les mamous, les chamans Kogi, formés pour certains jusqu'à 18 ans dans le noir,
ils développent une connaissance profonde des phénomènes naturels. Prenez un écorché de médecine, propose Éric Julien. Une fois la peau enlevée, se révèlent les vaisseaux du corps humain, ses organes, son squelette. De la même manière, les Kogis perçoivent sur et sous la surface de la Terre tout ce qui la rend vivante. Ses réseaux d'eau, ses failles géologiques, les traces de déplacement des animaux. Les végétaux sont ses cheveux, la roche ses os, le vent son souffle, l'eau son sang, ajoute-t-il. À force d'observation, de ressenti, les Kogis ont appris à décoder les sols, les sous-sols, la texture de la terre, mais aussi les cycles des climats, des planètes et des plantes, ainsi que les interactions entre les plantes et les relations de soutien et de prédation qu'elles entretiennent avec certains animaux. Leurs chamans ont en outre la capacité d'entrer en méditation et de recevoir les informations nécessaires pour maintenir l'harmonie, précise Éric Julien. En 2018, quand il les a fait venir dans la Drôme, les Mamous ont tout de suite été capables de décrire les dysfonctionnements du territoire alors qu'ils n'y étaient jamais venus. De cette connexion, les Kogis ont tiré des calendriers et des méthodes. Point d'engrais, de pesticides, ni de mécanisation. Leur agriculture produit le strict nécessaire pour leur survie. Permaculteurs avant l'heure, ils ne sèment jamais une seule variété en un seul endroit, mais jouent sur les qualités des terrains, leur climat et leur exposition pour varier les cultures. Leurs plantes sont cultivées en association. Les bananiers protègent le maïs, par exemple. Leurs chamans repèrent aussi des points d'acupuncture dans la terre, qui les renseignent sur quoi faire, où et comment, complète Éric Julien. Ainsi, ils savent quelles zones ils peuvent exploiter et quelles autres il convient de ne pas toucher. Et ils possèdent tout un système de cristaux, de différentes formes et couleurs, qu'ils tiennent en main ou mettent en terre à certains endroits pour équilibrer les énergies. À en croire le documentaire « L'homme qui parle avec les plantes », le rendement des plants d'oignons de Don José Carmen au Mexique a atteint 110 tonnes par hectare, alors qu'il est en moyenne dans la région de 16 tonnes par hectare. Ses pieds de maïs sont montés jusqu'à 5 mètres de haut, ses choux pèsent 45 kilos. Je suis persuadé que l'écologique ne pourra aboutir sans le spirituel, conclut le praticien chamanique Laurent Huguelite, auteur de Mère, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. L'intention écologique actuelle est excellente, mais il faut qu'il y ait du cœur derrière. Et le cœur est dans le spirituel. Dans nos sociétés, ce pont reste à construire, alors que dans les cultures traditionnelles, rien d'écologique ne se fait sans l'accord ni sans l'aide des esprits. C'est le jardinage du futur. Des champagnes pour la vie. Produire des aliments chargés de vie et de lumière, vecteurs de conscience et d'alignement? C'est possible. Vignerons dans la Marne depuis plus de 20 ans, Franck et Isabelle Pascal ont converti l'ensemble de leur domaine en biodynamie en 2005. Leur approche sensible du vivant n'est certainement pas étrangère à la qualité et au succès de leur champagne qui se dégustent sur les plus grandes tables du monde. Rencontre avec des vignerons bioénergéticiens hors du commun, par Claire Egermont. La biodynamie place au cœur de sa démarche la prise en compte du suprasensible et des forces de vie qui animent le vivant. Selon vous, de quoi s'agit-il? Franck. C'est un vaste sujet et je ne suis pas sûre qu'une civilisation ait fait le tour de la question. Selon moi, il s'agit de comprendre que nous sommes des êtres vivants connectés à notre environnement dans toutes nos dimensions. Il n'y a pas de séparation entre la matière et le subtil, pas de frontière entre nous, la nature et le cosmos. La dissociation vient des limites de notre esprit et de nos sens. Comme l'atteste le principe d'intrication quantique, nous sommes tous interconnectés, tout simplement parce que les particules qui constituent notre univers sont issues d'une seule et même origine qu'on a appelée le Big Bang. L'essentiel de notre travail en biodynamie consiste à être attentif à cette connexion à la lumière d'origine et éventuellement à la rétablir. La Terre elle-même en a besoin, tout comme nous. Quand la connexion est perdue, cela crée des perturbations. Maintenir la connexion à la lumière d'origine, c'est donc là votre priorité. Franck. Oui, car la lumière est le vecteur de toutes les énergies, notamment des énergies cosmiques influençant les énergies terrestres. Tout être vivant se déploie entre ciel et terre, et quand il est bien aligné et relié, il est lumineux et plein de vitalité. L'âme et le corps sont nourris.
Quels sont les facteurs qui peuvent entraver cet alignement? Franck. Les blocages peuvent être physiques, comme une canicule, ou un produit toxique utilisé par un riverain, ou électromagnétiques, comme les ondes émanant d'une antenne relais implantée non loin de là. Ils peuvent être aussi d'ordre cosmique, certaines fréquences solaires ou radiations lunaires. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.